Après Lance Stroll puis Nicolas Latifi, Nikita Mazepin est un des fils à papa que les fans n'apprécient pas et ce pour tout un tas de raisons. Mais est-ce que l'on n'aurait pas jugé un peu hâtivement le pilote en même temps que l'humain? Vous me connaissez, j'aime bien me faire l'avocat du diable, tout simplement parce qu'aller à l'opposé de ses propres opinions est 1000 fois plus intéressant et enrichissant, et qui sait, on pourrait peut-être apprendre une ou deux choses sur la route. Alors du coup, aujourd'hui, au lieu de tenter de savoir si oui ou non il mérite sa place, je vous propose d'inverser la réflexion et d'essayer de voir à quel point cela a pu être difficile, ou non d'ailleurs, d'arriver en F1 pour le Russe. Et cela va vous demander probablement un petit peu d'ouverture d'esprit, car là on bascule de l'autre côté du spectre, et on va se le dire, c'est un petit peu chelou. On le sait, la première difficulté d'un pilote pour arriver en F1, c'est l'argent. Et de ce côté, avec un père qui est un oligarque russe dont la fortune estimée est 2 fois plus importante que celle de Lawrence Stroll, Nikita Mazepin n'a eu aucun, mais alors aucun problème du côté financier. Dimitri Mazepin, président d'Uralchem, d'où il tire sa fortune, a donc tout payé et même plus. Je vous avais parlé d'un montant équivalent à 4 millions d'euros minimum dépensés avant d'arriver aux portes de la F1, dans le meilleur des cas. Honnêtement, je pense pour un parcours moyen, je dirais qu'on tourne plus autour des 6 millions d'euros parce que, admettons, vous retapez une catégorie par exemple. Le fils Mazepin, lui, a eu le package Russian Limited Edition où non seulement on lui a payé ses saisons européennes, mais en plus il roulait dans plein d'autres championnats hors saison et en test privé le plus souvent possible pour pouvoir s'améliorer. Ah oui. 189 courses avant d'accéder à la F1 pour un total de 24 podiums dont 8 victoires, à vue d'œil et sans trop faire le poissonnier. On doit être aux alentours de 10-12 millions d'euros dépensés dans des catégories juniors et encore ça doit être un peu plus car il a été pilote test chez Force India de 2016 à 2018 et là aussi faut passer à la caisse. N'oubliez pas que le papa a payé quelques séances de test avec une Mercedes en 2019 à hauteur d'1 million d'euros chacune, donc oui ça chiffre très vite. Bref, il a donc disputé autant de courses que Lando Norris avant la Formule 1, ouais, mais compte 5 fois moins de victoires à son actif, 5 fois moins. Donc oui, la principale difficulté que représente l'argent n'en a pas été une, mais comme pour Norris, Stroll et Latifi au final par exemple. Je vous rappelle que Giuseppe Farina, premier champion du monde de Formule 1, était issu d'une famille riche, tout comme Jim Clark ou encore Ayrton Senna. Mais aujourd'hui, c'est de coutume pour les pilotes qui achètent leur place plus que ne la méritent, comme Stroll ou Latifi, de ne les réduire qu'au portefeuille du papa et non pas seulement à leur performance sportive. La facilité que représentait le portefeuille du père se transforme donc en pression négative d'avoir beaucoup de supporters contre vous, plutôt qu'avec vous, comme ce fut le cas pour Leclerc, Norris, etc., etc. Alors non, je ne plains pas Mazepin, bien au contraire, mais je trouve intéressant de prendre en compte cette pression négative de devoir faire plus que les autres pour prouver à l'opinion publique qu'on mérite sa place. C'est un élément contre vous qu'il faut apprendre à gérer mentalement et cela représente tout de même une certaine difficulté. En témoigne la carrière de Lance Stroll. Deuxième difficulté, on va parler de la déconnexion qui existe entre le monde de l'oligarchie russe et le nôtre. Là, il y a un gros morceau. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un choc des cultures entre Nikita Mazepin et nous, spectateurs. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Les réalités et la normalité ne sont pas les mêmes entre lui et nous. Ni vous ni moi ne savons ce que c'est que d'être élevé au sein d'une famille d'un oligarque russe, surblindé qui n'a jamais manqué de rien et à qui on dit rarement non. D'ailleurs, le petit Nikita, il ne sait pas et ne comprend pas ce que c'est que de se voir refuser une demande. Sauf que on ne peut pas acheter le chronomètre et on ne peut pas acheter des victoires. Donc quand on lui file 5 secondes de pénalité pour avoir poussé Tsunoda hors des limites de la piste, je comprends que ça peut le mettre en rage. Alors petite parenthèse, on se calme sur le panneau, c'est pas ça qui aurait tué Tsunoda, qui était avec un casque et une combi quand même. Il était pas à poil non plus. Bon, bref, on referme la parenthèse, c'était la petite touche un peu humoristique. Quand il se fait gêner par Callum Ilott en practice en Formule 3 et que ça le fait chier, et là aussi, il comprend pas que ça se passe comme ça. Quand Nikita demande, tu fais. Sauf que sur une piste, ça se passe pas comme ça. Du coup, Ilott se mange la colère du russe qui lui fout un œil au beurre noir et lui défonce la mâchoire. Pareil concernant la jante féminine. Soit t'es à ses pieds, sinon il a mieux à faire. Encore une fois, soit tu fais ce qu'il te demande, soit tu dégages.
on est loin de la classe et du respect qu'on attend généralement de quelqu'un. Arrive le plus grave, le chantage sur un élément intime de la vie de George Russell. Je vous rappelle que le chantage en France, comme en Europe d'ailleurs en règle générale, est puni par la loi. Au mieux, ne connaissant pas tous les tenants et aboutissants de cette affaire, ça peut être une vanne qui est complètement ratée et absolument pas drôle. Prendre avantage d'une fille qui a visiblement trop bu au cours d'une soirée à Dubaï pendant que lui aussi devait être sacrément chargé, c'est aussi un délit en France et en Europe. Presque dans le monde entier. Sur les deux derniers points, on parlera plus d'une mauvaise éducation de la part des parents. Pour tout ce qui est avant, c'est plus une déconnexion entre le monde entier et son monde à lui. Forcément, tous ces faits et gestes ont fini par lui péter à la gueule et il a dû changer et ajuster son comportement pour sortir de son moule de fils de milliardaire russe et rentrer dans notre moule, qui est la norme où se déroule le sport automobile en règle générale. Là aussi, changer un comportement n'a rien de facile, quand depuis tout petit on te dit toujours oui à absolument tout. Ce que l'on appelle plus communément chez nous, un petit gamin capricieux. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Mazepin et ses actions, mais pour vous dire que s'il veut pouvoir continuer à faire ce qu'il fait, eh ben c'est à lui de changer et pas à nous, ce qui requiert un certain boulot. Et aujourd'hui, pour l'instant, force est de constater qu'il s'est vraiment calmé sur ses conneries. Pour l'instant. Bon, après, ça peut péter à tout moment. Je vous invite à lire l'allégorie de la caverne, texte écrit par Platon, pas trop difficile généralement à lire. On peut s'en rapprocher au niveau de l'interprétation avec la déconnexion qui existe entre Mazepin et nous, car nous ne comprenons pas son monde et lui ne comprend probablement pas le nôtre. Et quand on comprend pas, on s'énerve dans les deux cas quoi qu'il arrive. Dernière difficulté, la sportive. Malgré tout l'argent du monde, Mazepin est loin d'être le futur multiple champion du monde de Formule 1. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de plus dur que l'impartialité du chronomètre et de la course. Soit t'es bon, soit t'es nul, mais on va tout de suite le voir. On commence à le voir un petit peu matcher le rythme de Mick Schumacher sur certains grands prix. Après l'affaire de l'attouchement, Mazepin a dit qu'il répondrait sur la piste sur laquelle il est resté moins longtemps que Romain Grosjean dans son barbecue quelques mois plus tôt. Et nous voilà à parier sur quand Mazepin fera un tête-à-queue. Il se prend une pilule par Mick Schumacher en rythme de course en début de saison, mais arrive quand même à progresser. Et là où on se concentre sur Mazepin, on a vite tendance à oublier que Schumacher en fait aussi un paquet et que contrairement aux Russes, c'est lui qui a planté la hasse dans le mur à Monaco. En Grande-Bretagne, Mazepin a planté un magnifique dépassement sur Schumacher et a fini devant lui. En Hongrie, après encore avoir planté sa voiture en FP3, Schumacher n'a pas pu faire la qualif. Malheureusement, Mazepin se fera percuter dans les stands par une Alpha lors de la course. Et pour la petite vanne, Mazepin prend le meilleur tour en course officieux du Grand Prix de Belgique sous safety car. Alors non, je ne suis pas encore à l'appeler Mazé Speed, mais fort est de constater qu'il y a tout de même une progression avec une voiture qui est ni plus ni moins qu'une poubelle avec 4 roues. Sportivement, oui, d'autres sont probablement plus rapides, meilleurs et méritent plus que lui. Mais pareil pour Latifi, pareil pour Schumacher probablement, surtout après seulement 12 Grands Prix. On commence tout juste à respecter et apprécier Lance Stroll pour son coup de volant plus que pour le fait qu'il soit le fils du proprio de son écurie. Dernièrement, on ne parle que de son coup de volant sous la pluie comme on en a eu la démonstration l'année dernière en Turquie ou même à Monza en 2017 lors de sa première saison. Mais peut-on et doit-on dissocier le pilote de l'homme qu'il est ? J'ai pas la réponse, mais si Mazepin peut nous apprendre une chose, c'est que changer pour le meilleur, c'est possible, en tant qu'humain ou en tant que pilote. On n'est pas sûr d'y arriver parce que c'est difficile, mais essayer et déjà faire un énorme pas en avant. Et vous, Nikita Mazepin, vous trouvez qu'il a changé ?